Pendant des décennies, une mince bande d'eau a tenu le monde entier en otage. 20 millions de barils de pétrole chaque jour, qui passaient par un corridor si étroit qu'on pourrait le traverser en voiture en 20 minutes. Puis l'Iran l'a fermé complètement, du jour au lendemain, sans avertissement, sans négociation. Et le monde a regardé, paniqué, pendant qu'un autre pays avait déjà construit la porte de sortie, discrètement, patiemment, pendant des années. Alors voici la question que personne ne pose. Si la plus grande arme de l'Iran vient de devenir inutile, qu'est-ce qu'il reste à l'Iran ? La route alternative de 1300 km qui a complètement miné la stratégie d'Ormuz. Et pour comprendre pourquoi cela concerne chaque personne sur cette planète, il faut commencer par un chiffre. 20 millions. 20 millions de barils de pétrole chaque jour. C'est la quantité de pétrole brut qui passait par le détroit d'Ormuz avant le début de la crise. Pas de temps en temps, pas seulement pendant les saisons de pointe. Chaque jour, sans pause, sans exception, un baril de pétrole sur 4 transportés sur les océans du monde passait par ce seul corridor étroit entre l'Iran et Oman. Une bande d'eau si petite qu'une voiture pourrait la traverser en moins de 20 minutes. Pendant des décennies, cette géographie a été l'arme la plus puissante de l'Iran. Pas les missiles, pas les drones, pas les centrifugeuses nucléaires, la géographie. Le simple fait immuable qu'un quart du commerce maritime mondial du pétrole n'avait pas d'autre choix que de passer par des eaux que l'Iran pouvait menacer, miner ou fermer au moment de son choix. Et le 28 février 2026, l'Iran a choisi, à la suite d'opérations militaires américaines et israéliennes qui ont tué le guide suprême Ali Khamenei, le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a déclaré le détroit d'Ormuz fermé. Il n'a pas négocié. Il n'a pas averti. Il a posé des mines marines dans les voies de navigation. Il a envoyé des vedettes d'attaque rapides, encerclé des navires marchands dans l'obscurité. Il a lancé des drones contre des pétroliers qui traversaient le corridor. Les résultats ont été immédiats et catastrophiques pour le commerce mondial. En quelques jours, le trafic de pétroliers dans le détroit s'est effondré de plus de 90%. 3000 navires se sont retrouvés bloqués dans le golfe Persique et autour de celui-ci. Plus de 20 000 marins se sont retrouvés piégés à bord de navires qui n'avaient nulle part où aller en sécurité. Environ 27% du commerce mondial de pétrole brut transporté par mer a disparu des marchés mondiaux presque du jour au lendemain. Les prix du pétrole, qui se négociaient autour de 70 $ le baril avant le début du conflit, ont bondi de façon spectaculaire. S&P Global a relevé sa prévision de prix pour 2026 d'une moyenne de 15 $ par baril. Les primes d'assurance pour les navires qui tentaient de traverser le détroit ont explosé. Elles sont passées de 0, 125% à une fourchette de 0, 2 à 0, 4% de la valeur du navire pour une seule traversée. Pour un très grand transporteur de brut, cela représentait une hausse de plus d'un quart de million de dollars par transit pour un seul passage dans ces eaux. Les 3 plus grandes compagnies mondiales de transport de conteneurs, Maersk, CMA CGM et Hapag-Lloyd, ont suspendu indéfiniment les transits par Ormuz. Selon la firme de renseignement maritime Kpler, environ 170 porte-conteneurs étaient coincés ou soumis à des restrictions à l'intérieur du golfe Persique. Leur capacité combinée atteignait environ 450 000 équivalents 20 pieds. L'arme de l'Iran était activée et dans les premiers jours, elle fonctionnait exactement comme prévu. À une exception près que les dirigeants iraniens n'avaient pas pleinement pris en compte. L'Arabie Saoudite n'était pas piégée. Pendant que le monde regardait la crise se dérouler en temps réel, les marchés pétroliers s'emballaient. Les compagnies maritimes improvisaient et les gouvernements tenaient des réunions d'urgence. Mais l'Arabie Saoudite était déjà en mouvement, pas parce qu'elle improvisait. Pas parce qu'elle avait eu de la chance, mais parce qu'elle avait passé des années à construire discrètement quelque chose que personne, en dehors d'un petit cercle de planificateurs stratégiques, ne comprenait pleinement. Elle avait construit une porte de sortie, une alternative complète et pleinement opérationnelle au détroit d'Ormuz. C'était un système logistique vaste, soigneusement conçu et connecté au reste du monde. Et au moment où l'Iran a fermé le détroit, l'Arabie Saoudite a simplement ouvert une autre route.
Elle a continué à faire circuler le pétrole et les marchandises du monde. Le 12 mars 2026, le ministre saoudien des Transports, Saleh Al-Jasser, est entré au port islamique de Jeddah et a annoncé au monde l'initiative du corridor logistique de la côte ouest. Ce n'était pas une annonce d'urgence, c'était pas une réponse désespérée à une crise. C'était le moment où un plan préparé depuis des années se révélait enfin au grand jour. Et le monde comprenait que pendant que l'Iran perfectionnait son arme, l'Arabie saoudite avait déjà construit la réponse. Il existe en stratégie militaire un concept appelé le contre-mouvement. Ce n'est pas le mouvement le plus bruyant. Ce n'est pas le plus spectaculaire. C'est le mouvement qui attendait déjà. Il était placé, préparé et patient, bien avant que l'adversaire ne lance sa première attaque. Le contre-mouvement de l'Arabie saoudite face au blocus d'Ormuz n'a pas été construit en quelques semaines. Il n'a pas été assemblé dans le chaos de mars 2026. Il a été construit discrètement, méthodiquement et délibérément pendant des années. Et lorsque l'Iran a finalement appuyé sur la détente de sa plus grande arme géographique, Riyad ne s'est pas précipité. Elle a simplement ouvert 3 portes qui étaient déjà construites, déjà connectées et déjà capables d'absorber le choc qui paralysait le reste du monde. Ces 3 portes forment ce que les analystes appellent maintenant la triple forteresse logistique de l'Arabie saoudite. Chacune est puissante en soi. Ensemble, elles représentent l'un des systèmes d'infrastructures stratégiques les plus complets jamais construits par une seule nation à l'époque moderne. La première porte est le réseau portuaire mondial centré sur le port islamique de Jeddah. Comme l'a confirmé l'autorité saoudienne des ports, connue sous le nom de Mawani, le port islamique de Jeddah est maintenant directement relié à 9 grands ports internationaux en Asie, en Europe et au-delà. Selon Arab News, ces connexions incluent des ports en Chine, Shanghai, Qingdao, Ningbo et Tianjin. Elles incluent Busan, en Corée du Sud, Tanjung Pelepa, en Malaisie et Singapour. Du côté européen, le réseau atteint Southampton, au Royaume-Uni, Rotterdam, aux Pays-Bas et Hambourg, en Allemagne, les cœurs industriels de la fabrication européenne. Ce n'est pas un réseau maritime régional. C'est un réseau logistique mondial complet. Et Jeddah se trouve en son centre. Après l'expansion de 800 millions de dollars du terminal sud à conteneurs, achevé en 2025, le port islamique de Jeddah traite maintenant environ 5 millions d'équivalents 20 pieds par année. Les ports saoudiens de la mer Rouge disposent collectivement d'une capacité annuelle de manutention dépassant 6 millions d'équivalents 20 pieds. Une grande partie de cette capacité était historiquement sous-utilisée. La crise d'Ormuz a changé cela du jour au lendemain. Les responsables à Jeddah prévoyaient une hausse de 50% des arrivées portuaires dans les 2 semaines suivant le début de la crise en mars 2026. Selon les informations disponibles, cette prévision s'est révélée exacte. Saudi Aramco, le producteur de pétrole le plus puissant au monde, a confirmé à ses acheteurs, selon Reuters, qu'elle redirigeait les exportations de pétrole brut pour les charger à Yanbu, sur la côte de la mer Rouge, plutôt qu'aux terminaux du Golfe. Cette seule déclaration d'Aramco disait à l'ensemble du marché mondial de l'énergie tout ce qu'il devait savoir sur la permanence de ce basculement. La deuxième porte est le corridor hybride transcontinental de M. Essay, et c'est ici que l'ambition d'ingénierie du plan saoudien devient véritablement extraordinaire. Le 3 mai 2026, M. S., la plus grande compagnie de transport de conteneurs au monde, a annoncé une toute nouvelle route hybride reliant directement l'Europe au Golfe, en contournant complètement le détroit d'Ormuz. Selon Euronews, le premier navire de ce service est parti d'Anvers le 10 mai, avec des escales en Allemagne, en Italie, en Lituanie et en Espagne avant d'entrer en mer Rouge. Le navire s'arrête au port islamique de Jeddah et au port du roi Abdallah, sur la côte ouest de l'Arabie saoudite. Dans ces ports, la cargaison ne poursuit pas sa route par mer. Elle est déchargée et transférée vers de grandes flottes de camions qui attendent sur les autoroutes saoudiennes. Ces camions traversent ensuite toute la largeur de la péninsule arabique, soit environ 1300 km à travers le désert saoudien, depuis la côte ouest, par Riyad, jusqu'à Dammam, sur la côte est. De là, de plus petits navires nourriciers distribuent les marchandises dans le golfe Persique vers le Koweït, Bahreïn
et les ports des Émirats arabes unis à Abu Dhabi et au-delà. L'ensemble du système fonctionne avec un suivi satellite en temps réel. Des systèmes de grues avancés à Jeddah et au port du roi Abdallah déplacent les conteneurs avec précision. Un parc logistique de 415 000 mètres carrés à Jeddah doit être terminé d'ici le milieu de 2026. Il ne s'agit pas de camionnage improvisé sur le sable du désert. C'est un pont transcontinental de haute sécurité, piloté par la technologie, conçu précisément pour ce scénario. La troisième porte est Petroline et elle fonctionne discrètement depuis des décennies. Petroline, autrefois appelée l'oléoduc est-ouest du pétrole brut, traverse sous terre toute la largeur de la péninsule arabique, depuis les champs pétroliers de l'est de l'Arabie saoudite jusqu'au port de Yanbu, sur la mer Rouge. Sa capacité se situe entre 5 et 7 millions de barils par jour. Selon le Congressional Research Service, l'oléoduc dispose d'environ 6 millions de barils par jour de capacité supplémentaire disponible au-delà de l'utilisation actuelle. Les mines de l'Iran ne peuvent pas l'atteindre, les drones de l'Iran ne peuvent pas le toucher, les vedettes d'attaque rapide de l'Iran n'ont aucun pouvoir sur une rivière d'acier enfouie sous le désert saoudien. Pendant la crise de 2026, Petroline a permis à l'Arabie saoudite de maintenir des flux pétroliers dépassant 5 millions de barils par jour, même alors que le détroit d'Ormuz demeurait fermé, miné et contesté. 3 portes, toutes déjà construites, toutes déjà ouvertes. L'Iran a fermé le détroit, l'Arabie saoudite avait déjà construit un système de contournement. Il y a un moment dans chaque grand basculement géopolitique où le monde cesse de réagir et commence à se réorganiser. Ce moment est arrivé au printemps 2026. Et la réorganisation qui a suivi ne ressemblait pas à ce que l'on attendait. Elle n'est pas venue uniquement d'une victoire militaire. Elle n'est pas venue d'un accord diplomatique, ni d'une résolution des Nations Unies. Elle est venue de quelque chose de beaucoup plus puissant et de beaucoup plus permanent. Elle est venue des routes commerciales, des ententes portuaires, des pipelines enfouis sous le sable du désert, des compagnies maritimes qui prenaient des décisions calmes et calculées sur l'endroit où envoyer leurs navires. Des décisions qui, une fois prises, ne se défont pas facilement. Et le pays au centre de cette réorganisation n'était pas les États-Unis. C'était pas la Chine. C'était pas l'Iran, c'était l'Arabie saoudite. Commençons par la Chine, parce que la dimension chinoise de cette histoire est celle où les conséquences sont les plus profondes et où la position stratégique de l'Iran subit son coup le plus dévastateur. Sur papier, Pékin est le partenaire économique le plus important de l'Iran. Pendant des années, la Chine a acheté du pétrole iranien à prix fortement réduit, fournissant à Téhéran la bouée de sauvetage économique qui a permis au régime de fonctionner malgré des vagues de sanctions internationales. L'Iran comptait sur cette relation. Il en dépendait. À bien des égards, il avait misé toute sa survie économique sur l'idée que la Chine serait toujours là. Mais la relation de la Chine avec l'Iran n'a jamais été fondée sur la loyauté. Elle était fondée sur la commodité. Et au moment où l'Arabie saoudite a offert à Pékin une option plus commode, la Chine a bougé avec le pragmatisme discret qui définit sa politique étrangère. Comme l'a rapporté le South China Morning Post au début de mai 2026, des analystes ont décrit ce qui se passait comme un basculement structurel dans la logistique du Moyen-Orient, les flux commerciaux chinois commençant à s'éloigner d'une dépendance au corridor du Golfe Persique. La Chine a déclaré publiquement que le conflit n'aurait pas dû commencer. Elle a critiqué l'Iran pour avoir attaqué des voisins régionaux. Elle a commencé à bâtir des relations logistiques directement par Jeddah, à travers le même réseau portuaire que l'Arabie saoudite avait passé des années à relier à Shanghai, Qingdao, Ningbo et au-delà. Le calcul géopolitique est brutal pour Téhéran. Son allié le plus précieux, celui sur lequel il comptait le plus, construisait en même temps une infrastructure précisément conçue pour rendre la géographie iranienne inutile. Pékin a placé sa mise sur Riyad et cette mise grossit avec chaque porte-conteneur qui passe par la mer Rouge plutôt que par le Golfe Persique. Ensuite, il y a le Japon. Toute l'économie industrielle de Tokyo fonctionne grâce à l'énergie importée. Les réserves pétrolières stratégiques du Japon s'élèvent à environ 6 millions de tonnes. Un tampon, pas une solution.
Une ligne énergétique sûre et fiable vers les ports saoudiens de la mer Rouge n'est pas seulement pratique sur le plan économique pour le Japon. C'est un impératif de sécurité nationale. Avec la menace d'Ormuz désormais prouvée comme une stratégie réelle et exécutable, le gouvernement japonais a toutes les raisons d'approfondir et de formaliser ses connexions avec les infrastructures saoudiennes de la mer Rouge. En effet, l'Arabie saoudite s'est rendue indispensable à la survie énergétique du Japon. Du côté européen, les conséquences sont tout aussi importantes. Southampton, Rotterdam, Hambourg, tous directement reliés au port islamique de Jeddah. La fabrication européenne, la production automobile, les produits pharmaceutiques et les industries chimiques ne dépendent plus entièrement des décisions géopolitiques des dirigeants de Téhéran pour maintenir leur chaîne d'approvisionnement. Les gouvernements européens accueillent ce développement avec ce que plusieurs responsables ont décrit comme un profond soulagement. Puis, il faut considérer les petits États du Golfe. Le Koweït, le Qatar, Bahreïn. Des pays dont l'accès maritime a historiquement dépendu entièrement du maintien de l'ouverture du détroit d'Ormuz. Pour la première fois de leur histoire économique moderne, ces nations disposent d'une véritable redondance intégrée à leur infrastructure commerciale. Elles sont intégrées au réseau logistique de l'Arabie saoudite. Elles ont des alternatives. Elles ne sont plus les otages de la géographie. Les Émirats arabes unis ont aussi agi de manière décisive. L'oléoduc A, D, C, O, qui s'étend des champs pétroliers de Habshan à Abu Dhabi jusqu'au port de Fujairah, sur la côte du golfe d'Oman, contourne entièrement Ormuz. Fujairah est le 3e plus grand centre de soudage au monde. Le chef de la direction de l'Abu Dhabi National Oil Company, Sultan Al-Jaber, a confirmé que même après un cessez-le-feu nominal, le détroit demeurait effectivement fermé avec 230 pétroliers chargés encore en attente à l'intérieur du golfe. Les Émirats arabes unis étaient déjà positionnés pour agir malgré tout. L'Irak prépare sa propre réponse à la géographie. Le projet appelé Development Road, un réseau ferroviaire et routier combiné de 24 milliards de dollars reliant le port de Bassora jusqu'à la Turquie, est conçu pour relier directement le Golfe à la Méditerranée. Du pétrole irakien et des marchandises asiatiques circulant par un corridor nord qui traite Ormuz comme entièrement inutile. Mais ce portrait comporte de vrais risques qu'on ne peut pas ignorer. Des drones iraniens ont déjà frappé des dépôts de carburant et des installations énergétiques près de ports de la mer Rouge. La raffinerie Samref au port saoudien de Yanbu a été touchée en représailles à des frappes israéliennes contre des infrastructures énergétiques iraniennes. Le port islamique de Jeddah, célébré mondialement comme l'alternative sûre, reste potentiellement à portée d'une escalade de l'agression iranienne. Le Wall Street Journal a rapporté que l'Arabie saoudite elle-même faisait pression sur les États-Unis pour mettre fin à l'impasse d'Ormuz et revenir aux négociations. Un signal que même Riyad comprend les risques d'une escalade prolongée pour l'infrastructure même qu'elle a construite. Les conséquences de ce que l'Arabie saoudite a construit sont historiques, mais la situation demeure dynamique. Le monde s'est réorganisé, les routes ont changé, les relations ont changé. La question qui définit maintenant tout, c'est de savoir si ces changements tiendront. Il existe une expression que les historiens de l'économie utilisent lorsqu'un système qui détenait autrefois un pouvoir énorme sur le monde perd ce pouvoir silencieusement. Pas par une défaite au combat, pas par une révolution, mais par la logique simple et irrésistible des gens qui trouvent un meilleur chemin pour le contourner. Ils appellent cela l'irrélevance stratégique. Et c'est précisément ce que la triple forteresse logistique de l'Arabie saoudite a commencé à imposer à la plus grande arme de l'Iran. Le détroit d'Ormuz, ce passage étroit de vin et un mille qui a tenu l'économie mondiale en otage pendant des décennies, ne restera pas fermé pour toujours. Il rouvrira. Les mines finiront par être retirées. Les vedettes d'attaque rapide finiront par se retirer. Un cessez-le-feu finira par tenir. Mais voici ce qui ne s'inversera pas si facilement. Les accords portuaires sont déjà signés, les routes maritimes sont déjà en service, le corridor hybride de M. SC transporte déjà des marchandises sur 1300 km de désert saoudien. Pétroline achemine déjà du pétrole à pleine capacité vers Yanbu. Le port islamique de Jeddah traite déjà des volumes de pointe qui auraient semblé impossibles il y a seulement un an.
La Chine fait déjà passer son commerce par la mer Rouge. Le Japon approfondit déjà ses relations énergétiques avec la côte ouest de l'Arabie Saoudite. L'Europe s'approvisionne déjà par des corridors qui contournent entièrement le golfe Persique. Comme Robert Mogelnicki, fondateur de Polisphere Advisory, une firme de conseil géoéconomique axée sur le Moyen-Orient et basée à Paris, l'a déclaré au South China Morning Post: les basculements structurels déclenchés par nécessité ne s'arrêteront pas nécessairement complètement une fois la crise immédiate résolue. L'infrastructure est en construction, les routes sont ouvertes, les relations sont établies et les relations bâties sous pression ont tendance à durer. Cette observation pèse lourd pour la suite. L'économiste saoudien Ibrahim Al-Malik a déclaré dans une entrevue avec Allura que le royaume n'avait pas profité de la guerre au sens traditionnel, mais qu'il avait profité de sa préparation antérieure. Les ports qui étaient sous-utilisés fonctionnent maintenant à capacité de pointe. Des corridors logistiques qui existaient sur papier transportent maintenant des millions de tonnes de marchandises réelles et les investisseurs mondiaux qui observent ce qui se passe tirent une conclusion évidente sur l'endroit où placer leur pari à long terme. Les questions les plus importantes sont donc celles qui façonneront le prochain chapitre de cette histoire, parce que ce chapitre n'a pas encore été écrit. Et les décisions prises en ce moment à Riyad, à Pékin, à Washington et à Téhéran détermineront si ce qui s'est produit en 2026 deviendra une perturbation temporaire ou un redécoupage permanent de la géographie commerciale mondiale. Voici ce que les analystes surveillent le plus attentivement dans les mois à venir. Le basculement structurel de la logistique mondiale deviendra-t-il permanent? Chaque mois où le corridor Monsieur C fonctionne, chaque conteneur qui traverse le désert saoudien, chaque baril qui circule par Pétroline jusqu'à Yanbu rend l'ancien système dépendant d'Ormuz un peu moins nécessaire et un peu plus difficile à rétablir. L'investissement en infrastructure crée à lui seul de puissantes raisons économiques de garder les nouvelles routes actives longtemps après la fin de la crise. Un Iran acculé intensifiera-t-il ses attaques contre les infrastructures de la mer Rouge? Les drones iraniens ont déjà démontré leur capacité à atteindre des installations énergétiques saoudiennes. Si Téhéran conclut que les nouveaux corridors logistiques minent de façon permanente son levier d'influence, l'incitation à frapper directement ces corridors augmente. Ce risque est réel et il est surveillé de près par les planificateurs militaires saoudiens et leurs partenaires américains. Et les négociations diplomatiques entre l'Iran et les États-Unis produiront-elles un accord avant que la pression militaire et économique ne devienne irréversible? Cette question est au centre de tout, parce qu'une résolution négociée qui lèverait les sanctions et rouvrirait le détroit demeure encore l'issue que la plupart des gouvernements régionaux, y compris l'Arabie Saoudite, disent préférer. Ce ne sont pas des questions abstraites, ce sont les questions qui détermineront le prix de l'énergie, le coût des biens et la forme du commerce mondial pour les années à venir. L'Arabie Saoudite a remporté l'un des affrontements géopolitiques les plus importants de ce siècle. Elle l'a remporté sans tirer un seul coup de feu. Elle a construit des ports, signé des accords, fait fonctionner des pipelines et s'est connectée à toutes les grandes économies de la planète. Et quand l'Iran a finalement activé sa plus grande arme, le monde a découvert que l'Arabie Saoudite avait déjà construit la route pour la contourner. Le détroit d'Ormuz a tenu le monde en otage pendant des décennies. La route alternative de 1300 km vient de changer ce calcul pour toujours. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.